Et si, lors du jour le plus solitaire de votre vie, un simple geste d'une inconnue changeait tout à jamais? Imaginez un homme qui a réussi, vêtu avec élégance, debout devant la porte d'un bistrot bondé à Saint-Rémy-de-Provence. C'est son 41e anniversaire, mais personne ne l'attend. L'hôtesse secoue la tête tandis qu'il force un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Alors, depuis une table modeste près de la fenêtre, une femme au regard fatigué mais chaleureux fait quelque chose d'inattendu. Elle lui fait signe de la main. Ce geste silencieux est sur le point de changer de vie pour toujours. Restez jusqu'à la fin de cette histoire et vous découvrirez pourquoi, parfois, la véritable richesse réside dans les gestes les plus simples. Nicolas n'aurait jamais imaginé que fêter ses 41 ans semblerait aussi vide que d'arriver dans un bistrot sans personne pour l'attendre de l'autre côté. La nuit d'octobre tombait sur Saint-Rémy-de-Provence avec cet air frais qui invite à la célébration, mais lui ne sentait que le poids d'une date de plus marquée sur le calendrier sans signification réelle. Il avait choisi cet endroit car on le recommandait comme le meilleur de la région, pensant qu'au moins la bonne cuisine pourrait combler le vide qu'il portait dans sa poitrine. Il ajusta sa veste en marchant vers l'entrée, répétant mentalement le sourire qu'il montrerait au personnel. Il ne voulait pas que quiconque remarque qu'il était seul, qu'il n'avait même pas reçu un appel de félicitations ce jour-là. Le son des rires et des conversations s'échappait par les portes en bois du bistrot, lui rappelant tout ce qui lui manquait. Il prit une profonde inspiration avant de pousser la porte, se préparant à feindre que tout allait bien. Mais à l'intérieur, chaque pas vers ce lieu plein de vie n'amplifiait que sa solitude. Une douce musique d'accordéon flottait dans l'air, se mêlant aux arômes de bœuf bourguignon et de baguettes fraîches. Nicolas observa les tables occupées par des familles, des couples et des groupes d'amis qui riaient sans souci. Tous semblaient avoir exactement ce qui lui manquait, une véritable compagnie. Il s'approcha du comptoir d'accueil où une jeune femme au sourire aimable le salua avec professionnalisme. « Bonsoir, bienvenue. Avez-vous une réservation ?» demanda-t-elle en consultant l'écran de son ordinateur. Nicolas secoua la tête, sentant soudain qu'il aurait dû mieux planifier ce moment. L'expression de l'hôtesse changea légèrement lorsqu'elle vérifia la disponibilité dans le système, et Nicolas connut la réponse avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « Je suis vraiment désolé, monsieur, mais pour le moment, nous n'avons plus de table disponible, » dit-elle avec une pitié sincère dans la voix. Nicolas hocha la tête comme si ce n'était pas grand-chose, comme si ce n'était pas le comble d'une journée qui avait déjà mal commencé dès l'aube. « Combien de temps d'attente ?» demanda-t-il, bien qu'une partie de lui voulût déjà partir. La jeune femme consulta à nouveau l'écran et fronça les sourcils avec inquiétude. « Au moins 1h30, peut-être 2. C'est vendredi soir et il y a plusieurs célébrations familiales, » expliqua-t-elle en désignant discrètement la salle comble. Nicolas regarda vers l'intérieur du bistrot et sentit un pincement à l'estomac. Des célébrations familiales, exactement ce qu'il n'avait pas. « Je comprends. Merci quand même, » murmura-t-il en reculant d'un pas, décidé à partir. L'hôtesse sembla vouloir ajouter quelque chose, mais il se tournait déjà vers la sortie. L'échec de cette soirée s'ajoutait à tous les autres échecs émotionnels qu'il avait accumulés au fil des années. Peut-être commanderait-il quelque chose à emporter ailleurs et mangerait-il seul dans sa maison de campagne, comme il le faisait presque toujours. Mais quelque chose le retint avant d'atteindre la porte. Peut-être était-ce l'orgueil de ne pas vouloir rentrer chez lui si tôt, ou peut-être l'espoir ridicule que quelqu'un annule sa réservation à ce moment précis. Il resta debout près de l'entrée, observant les gens qui entraient et sortaient, tous accompagnés, tous avec quelqu'un. Un jeune couple passa près de lui main dans la main, riant de quelque chose que seul comprenait. Un groupe d'amis franchit la porte en parlant avec animation d'un match de football. Une famille nombreuse arriva avec des enfants qui couraient autour de leurs parents, et là se tenait Nicolas, l'homme qui avait bâti un empire d'affaires, mais qui n'avait pas réussi à construire une vie personnelle qui en vaille la peine. 41 ans et personne avec qui partager un simple dîner d'anniversaire. Il s'appuya contre le mur, se sentant plus déplacé à chaque seconde qui passait. Le brouhaha autour de lui contrastait brutalement avec le silence qui régnait dans sa vie. Il ferma les yeux un instant, se demandant à quel moment les choses s'étaient tant éloignées de ce dont il avait rêvé autrefois. Quand il était plus jeune, il imaginait qu'à cet âge, il aurait déjà une famille, des enfants, quelqu'un qui l'attendrait à la maison avec une affection sincère. Au lieu de cela, il avait des comptes en banque bien remplis et un cœur de plus en plus vide. Il ouvrit les yeux et son regard erra sans but précis dans le bistrot, cherchant on ne sait quoi au milieu de cette mer de visages inconnus. Et alors il la vit, une petite table près de la fenêtre, presque cachée derrière une colonne décorative.
Là, une femme aux cheveux sombres attachés en queue de cheval partageait une seule assiette avec un garçon d'environ 9 ans. Ce n'était pas la table la plus élégante, ni la mieux placée de l'établissement. En fait, elle ressemblait à l'une de ces tables que le restaurant garde pour quand il est complet. Mais il y avait quelque chose dans cette scène qui capta immédiatement son attention. La femme coupait de petits morceaux de nourriture et les plaçait dans l'assiette de l'enfant avant de prendre quelque chose pour elle-même. Le garçon disait quelque chose avec enthousiasme et elle souriait avec tendresse, lui caressant les cheveux d'un geste si naturel qu'il révélait des années d'amour inconditionnel. Il n'avait pas grand-chose. C'était évident à la façon dont ils partageaient cette unique assiette. Mais ils avaient quelque chose que Nicolas n'avait pas eu depuis longtemps, une compagnie qui comptait. Et à ce moment-là, observant cette table modeste près de la fenêtre, Nicolas ressentit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Ce n'était pas de l'envie, c'était un désir profond de quelque chose d'aussi simple que de ne pas dîner seul le jour de son propre anniversaire. Nicolas ne pouvait détacher son regard de cette table près de la fenêtre, comme si la scène avait un magnétisme étrange qui le maintenait ancré à ce coin du bistrot. La femme leva les yeux à ce moment-là et leurs regards se croisèrent pendant une fraction de seconde avant qu'il ne détourne les yeux, se sentant ridicule de les avoir observés si fixement. Il se demanda ce qu'elle célébrait ou si elle dînait simplement un vendredi comme tant d'autres familles dans cet endroit. Peut-être avait-elle aussi eu une journée longue et difficile, mais au moins, elle n'était pas seule pour l'affronter. L'enfant se pencha pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille et elle acquiesça avec un sourire qui illumina brièvement son visage fatigué. Nicolas ressentit une pointe de quelque chose ressemblant à la nostalgie pour ce qu'il n'avait jamais eu. Il se rappela qu'il devait partir maintenant, que rester la planter à les regarder devenait de plus en plus étrange. Il fit un pas vers la porte, décidé cette fois à partir pour de bon. Mais juste au moment où il était sur le point de sortir, il entendit une voix enfantine l'appeler de derrière. « Monsieur !» C'était l'enfant de la table près de la fenêtre. Nicolas se retourna, confus, ne comprenant pas pourquoi ce garçon l'appelait. Le petit le regardait avec de grands yeux curieux, puis se tourna vers sa mère, comme cherchant la confirmation de quelque chose. La femme l'observait maintenant directement, avec une expression que Nicolas ne put déchiffrer immédiatement. Ce n'était pas de la pitié, ni une curiosité morbide. Il y avait quelque chose de plus doux dans ce regard, quelque chose qui ressemblait à la compréhension silencieuse entre personnes qui reconnaissent la douleur d'autrui sans avoir besoin de mots. Elle échangea un regard complice avec son fils, comme s'ils prenaient une décision importante ensemble. À cet instant, Nicolas resta paralysé à mi-chemin entre son désir de fuir et l'étrange sensation que quelque chose de significatif était sur le point de se produire. La femme leva la main d'un geste discret, mais incomparable. Ce n'était pas un salut ni une simple reconnaissance, c'était une invitation. Elle désigna d'un mouvement subtil de la tête la chaise vide à leur table, puis lui adressa un petit sourire qui transforma complètement son visage fatigué. L'enfant souriait aussi maintenant, faisant un geste plus animé de la main pour qu'il s'approche. Nicolas regarda autour de lui comme s'il s'attendait à découvrir qu'il faisait signe à quelqu'un d'autre, mais non. Il l'invitait définitivement lui à s'asseoir avec eux. Deux parfaites inconnues qui venaient de lui offrir exactement ce dont il avait le plus besoin à ce moment-là, une place à table. Son premier instinct fut de refuser l'offre. Que diraient les gens en le voyant assis avec une femme et un enfant qui n'étaient clairement pas sa famille? Ne serait-il pas gênant d'interrompre leur dîner par sa présence? Mais alors il se rappela qu'il y a à peine quelques minutes, il était debout près de l'entrée, sans table, sans compagnie, sans personne pour se souvenir de lui le jour de son anniversaire. Et ces deux personnes, sans le connaître, sans rien savoir de lui offraient quelque chose que personne d'autre ne lui avait offert depuis longtemps. Nicolas marcha lentement vers la table, sentant que chaque pas était une décision consciente d'accepter quelque chose de plus grand qu'une simple chaise. La femme redressa sa posture tandis qu'il approchait, et l'enfant sautillait presque sur son siège d'excitation. Quand il arriva à la table, Nicolas resta debout, incertain de la marche à suivre dans une situation aussi inhabituelle. « Bonsoir », dit-il d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu, s'éclaircissant la gorge ensuite. La femme lui sourit avec une chaleur authentique. « Bonsoir. Pardonnez-nous si nous sommes très directs, mais nous avons remarqué que vous attendez une table, commença-t-elle d'une voix douce mais claire. Nous avons de la place ici et cela nous ferait plaisir de partager. Nicolas cligna des yeux, surpris par la naturalité avec laquelle elle avait verbalisé ce qu'ils savaient tous deux être vrai. Je ne veux pas interrompre votre dîner, répondit-il automatiquement, bien que chaque fibre de son être désirât accepter cette invitation.
L'enfant secoua la tête vigoureusement. Vous n'interrompez rien, monsieur. Regardez, il y a une chaise vide juste ici, déclara le garçon en montrant la place avec fierté, comme si c'était lui qui faisait les honneurs de la maison. La femme rit doucement devant l'enthousiasme de son fils. C'est Léo, et moi je suis Chloé, se présenta-t-elle en tendant la main d'un geste si naturel que Nicolas n'eut d'autre choix que de répondre. Sa main était chaude et ferme, la main de quelqu'un habitué au travail dur. Nicolas, dit-il en la serrant, sentant un nœud étrange se former dans sa gorge. Chloé désigna la chaise vide d'un geste qui indiquait clairement qu'elle n'accepterait pas de refus. S'il vous plaît, asseyez-vous. Personne ne devrait attendre si longtemps pour dîner un vendredi soir, ajouta-t-elle avec un sourire qui contenait plus de sagesse que sa trentaine d'années ne le suggérait. Nicolas s'assit finalement, posant ses mains sur la table sans trop savoir quoi en faire. Léo l'observait avec cette curiosité sans filtre que seuls les enfants peuvent avoir. Chloé écarta l'assiette qu'il partageait sur le côté et appela le serveur d'un geste discret de la main. Nicolas réalisa à ce moment-là qu'il n'avait commandé qu'un seul plat pour eux deux, ce qui en disait long sur leur situation économique sans que personne n'ait à prononcer un mot. Il se sentit soudain mal à l'aise, conscient du fossé abyssal entre son monde et le leur. Le serveur s'approcha rapidement, reconnaissant peut-être qu'il y avait un nouveau convive à table. « Vous désirez commander quelque chose d'autre » demanda le jeune serveur avec professionnalisme. Nicolas ouvrit la bouche pour dire qu'il invitait tout le monde, qu'il pouvait commander ce qu'il voulait, mais Chloé le devança. « Juste un verre d'eau pour monsieur, s'il vous plaît. »« Merci, » dit-elle avec fermeté mais amabilité. Le serveur acquiesça et se retira, laissant les trois dans un silence qui aurait pu être gênant, mais qui étrangement ne l'était pas. Léo brisa la glace le premier. « Vous aussi vous attendez quelqu'un, monsieur Nicolas » demanda l'enfant avec une innocence absolue. Chloé lança un doux regard d'avertissement à son fils. « Léo, ne pose pas de questions personnelles » le réprimanda-t-elle gentiment, mais Nicolas secoua la tête. « Non, ça va » assura-t-il, puis il regarda l'enfant droit dans les yeux. « Non, je n'attends personne, champion. Je suis venu seul. » L'aveu de Nicolas flotta dans l'air comme une chose fragile qui pourrait se briser au moindre mouvement brusque. Léo le regardait avec ses grands yeux pleins de curiosité enfantine, traitant l'idée que quelqu'un puisse aller seul au restaurant. Chloé détourna le regard vers son assiette un instant, comme si elle voulait donner de l'intimité à cet aveu si vulnérable. Le serveur revint avec le verre d'eau et le posa devant Nicolas avec discrétion avant de se retirer à nouveau. Nicolas prit le verre juste pour avoir quelque chose à faire de ses mains, sentant le froid du cristal contre ses paumes. Léo se pencha sur la table avec une expression pensive. « Et vous n'avez pas de famille, monsieur » demanda l'enfant avec cette honnêteté brutale que seuls les petits peuvent exprimer sans filtre. Chloé ferma brièvement les yeux, voulant clairement arrêter cette série de questions, mais sans savoir comment le faire sans embarrasser son fils. Nicolas prit une profonde inspiration, décidant que si ces inconnus lui avaient ouvert leur table, il pouvait au moins leur offrir la vérité. « J'ai de la famille, Léo » répondit-il d'une voix calme. « Mais nous vivons très loin les uns des autres, on ne se voit presque plus. » Chloé leva les yeux et leurs regards se croisèrent à nouveau. Il y avait de la compréhension dans ses yeux fatigués, comme si elle comprenait exactement ce que signifiait cette distance qui n'était pas seulement géographique. Parfois, la famille que l'on choisit est plus proche que celle du sang, murmura Chloé presque pour elle-même, puis elle sembla réaliser qu'elle avait dit cela à voix haute. Elle rougit légèrement et prit son verre de vin rouge pour boire une gorgée. Léo hocha la tête avec sérieux, comme si ces mots avaient un sens profond pour lui aussi. Nicolas sentit la curiosité de savoir quelle histoire se cachait derrière cette affirmation, mais il n'osa pas demander. Au lieu de cela, Léo changea de sujet avec la facilité typique des enfants. « Aujourd'hui a été un jour très spécial pour nous, monsieur Nicolas » s'exclama le petit avec une fierté évidente dans chaque mot. Chloé lui caressa les cheveux avec tendresse, tandis qu'un sourire sincère illuminait son visage. « Raconte-lui toi-même, mon amour. » C'était ta réussite, l'encouragea-t-elle d'une voix douce. Léo se redressa sur sa chaise, rayonnant de bonheur. « J'ai vendu toutes les crêpes et les croissants que ma maman a préparés » annonça-t-il comme si c'était la nouvelle la plus importante du monde. Nicolas haussa les sourcils avec un intérêt sincère. « Tous ? C'est très impressionnant, champion, répondit-il, et le sourire de l'enfant s'agrandit encore plus. Léo commença à raconter avec enthousiasme comment il avait passé tout l'après-midi à vendre des pâtisseries devant une boutique.
Chloé l'observait avec cet amour maternel qui n'a pas besoin de mots pour s'exprimer, évident dans chaque geste et chaque regard qu'elle adressait à son fils. Nicolas écoutait l'histoire du petit vendeur et sentait quelque chose d'étrange bouger dans sa poitrine. Il avait conclu des affaires millionnaires, il avait négocié avec des entrepreneurs puissants, mais cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu ce genre de fierté pure qui brillait dans les yeux de Léo. « Ma maman fait les meilleures crêpes et les meilleurs croissants de tout Saint-Rémy-de-Provence », déclara Léo avec une certitude absolue. « C'est pour ça qu'ils se vendent vite. » Chloé rit doucement et secoua la tête. « Tu exagères, mon chéri, mais merci, » dit-elle avec une humilité sincère. Puis elle se tourna vers Nicolas et ajouta avec un sourire timide, « Je prépare des douceurs traditionnelles pour les vendre. C'est une façon d'aider avec les dépenses pendant que je cherche quelque chose de plus stable. » Nicolas hocha la tête, comprenant sans quel état en expliquer davantage. Ce dîner n'était pas anodin. C'était une célébration gagnée à la sueur du front, avec des heures de travail et la fierté d'un enfant qui avait aidé sa maman. « Et vous, qu'est-ce que vous célébrez » demanda Léo avec cette curiosité qui ne connaissait pas de limite. « Parce que les gens viennent ici quand il y a quelque chose de spécial, n'est-ce pas ?» Nicolas sentit le poids de cette question innocente. Chloé lança un regard d'excuse à Nicolas, se préparant clairement à gronder de nouveau Léo pour être si direct. Mais Nicolas leva une main pour l'arrêter. « Ce n'est rien, vraiment, » assura-t-il, puis il regarda l'enfant. « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, Léo. J'ai 41 ans. » Le visage de Léo s'illumina comme s'il venait de recevoir la meilleure nouvelle de la journée. « C'est votre anniversaire » s'exclama l'enfant avec une émotion sincère. Chloé observa Nicolas avec un mélange de surprise et de quelque chose qui ressemblait à une tristesse contenue. « Et vous êtes venu seul pour le fêter » murmura-t-elle, non pas comme une question, mais comme le constat d'une chose qui prenait maintenant tout son sens. Nicolas haussa les épaules en essayant de minimiser la chose. « J'ai l'habitude » admit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ce n'est pas grand-chose. » Mais Léo secoua vigoureusement la tête. « Bien sûr que c'est grand-chose. Les anniversaires sont les jours les plus importants de l'année, » déclara l'enfant avec la conviction absolue de celui qui croit encore à la magie des célébrations. Chloé tendit la main et la posa doucement sur celle de Nicolas dans un geste spontané de réconfort. Le contact fut bref, mais significatif. « Personne ne devrait passer son anniversaire seul, » dit Chloé d'une voix ferme mais gentille. « Je suis heureuse que vous ayez accepté de vous asseoir avec nous. » Nicolas sentit un nœud se former dans sa gorge. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un s'était sincèrement réjoui de sa compagnie sans rien attendre en retour. Léo tramait déjà quelque chose. C'était évident à la façon dont il regardait sa maman avec cette expression de complicité que les enfants développent avec leurs parents. « Maman, on peut faire quelque chose de spécial » chuchota l'enfant assez fort pour que Nicolas l'entende. Chloé sourit et acquiesça légèrement. « On verra, mon amour » répondit-elle avec un clin d'œil. La conversation coula naturellement après cela. Léo racontait des histoires de l'école avec l'enthousiasme de celui qui a 1000 choses à partager. Chloé intervenait occasionnellement pour corriger les exagérations de son fils ou ajouter des détails qu'il oubliait. Nicolas se surprit à rire pour de vrai pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois. Ce n'était pas le rire poli qu'il utilisait lors des réunions d'affaires, c'était un rire sincère, spontané, provoqué par la façon dont Léo imitait sa maîtresse ou décrivait ses camarades de classe. Pendant un instant, assis à cette table modeste près de la fenêtre, Nicolas oublia qui il était. Il n'était pas l'entrepreneur solitaire ni l'homme qui avait tout sacrifié pour le succès. Le serveur passa près de leur table et Nicolas en profita pour commander d'autres boissons, insistant pour qu'on lui permette au moins d'inviter les rafraîchissements. Chloé accepta avec un sourire de remerciement, bien que Nicolas remarquât la façon dont elle serrait sa serviette entre ses doigts, comme si recevoir de l'aide lui coûtait. Léo était occupé à dessiner des figures dans la condensation de son verre quand Nicolas décida de poser une question qui lui trottait dans la tête. « Et le papa de Léo » demanda-t-il avec précaution, conscient qu'il pourrait s'aventurer en territoire douloureux. Chloé prit une profonde inspiration et regarda par la fenêtre un instant avant de répondre. Léo arrêta de jouer avec son verre et resta immobile, son langage corporel changeant instantanément. « Mon mari est décédé il y a 2 ans, » répondit-elle d'une voix posée mais ferme. « Un accident de travail. » C'était très soudain. Nicolas sentit une pointe de culpabilité pour avoir posé la question. « Je suis vraiment désolé. » Il commença à s'excuser, mais Chloé secoua la tête.
vous n'avez pas à vous excuser. Assez de temps a passé pour pouvoir en parler, assura-t-elle avec une force que Nicolas admira immédiatement. Léo prit la main de sa maman sur la table et la serra avec affection. Mon papa était très fort, dit l'enfant avec fierté, mêlée de tristesse. C'était le meilleur papa du monde, continua Chloé en caressant les cheveux de Léo, et il a laissé le meilleur fils qu'on puisse demander. La façon dont elle parlait de son mari défunt n'avait ni amertume ni ressentiment. Il y avait de la douleur, bien sûr, mais il y avait aussi de l'acceptation et de la gratitude pour le temps qu'ils avaient eu ensemble. Nicolas observait, fasciné, comment quelqu'un pouvait transformer une perte aussi dévastatrice en force. « Comment faites-vous » demanda-t-il avant de pouvoir se retenir. « Pardon, c'est trop personnel. » Chloé le regarda droit dans les yeux avec ce regard qui semblait voir au-delà de la surface. « Comment je fais quoi exactement » demanda-t-elle avec une curiosité sincère. Nicolas gesticula vaguement, cherchant les mots justes. Sourire de cette façon, parler de quelque chose d'aussi douloureux sans qu'on voie que vous êtes détruite de l'intérieur, expliqua-t-il maladroitement. Chloé lâcha un rire doux qui n'avait rien de joyeux, mais rien de triste non plus. Qui dit que je ne suis pas détruite de l'intérieur, répondit-elle avec une honnêteté brutale. Mais j'ai un fils qui a besoin de voir que la vie continue, que la douleur n'est pas la fin de tout. Léo hocha la tête avec un sérieux impropre à son âge. Maman pleure parfois la nuit, confessa l'enfant sans malice. Mais elle dit que les larmes nettoient le cœur. Nicolas sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette femme, qui luttait clairement chaque jour juste pour survivre, avait trouvé un moyen de transformer sa souffrance en leçon de vie pour son fils. Les premiers mois ont été terribles, admit Chloé. Il y avait des jours où je ne voulais pas sortir du lit, mais Léo avait besoin de moi et j'ai découvert que quand tu choisis de te lever pour quelqu'un d'autre, même si c'est la dernière chose que tu veux faire, quelque chose en toi se renforce aussi. Nicolas écoutait chaque mot comme s'il s'agissait de révélations d'un monde qu'il n'avait jamais connu. Il avait affronté des défis entrepreneuriaux, des crises financières, des négociations difficiles, mais il n'avait jamais eu à transformer la douleur pure en carburant pour avancer. J'ai appris à transformer la fatigue en courage, continua Chloé d'une voix douce. Parce que si je m'autorisais à rester dans la fatigue, je n'allais pas pouvoir donner à Léo ce qu'il mérite. L'enfant regardait sa maman avec une adoration absolue. Ma maman est la personne la plus courageuse que je connaisse, déclara Léo avec une totale conviction. Nicolas ne put qu'acquiescer. Je crois que votre fils a raison, dit Nicolas avec sincérité. Ce que vous avez fait est extraordinaire. Chloé rougit légèrement face au compliment. Je ne suis pas extraordinaire. Je suis juste une mère qui fait ce que toutes les mères font. Survivre pour leurs enfants, répondit-elle avec une humilité sincère. Mais Nicolas savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Il avait connu des personnes avec beaucoup plus d'argent et de ressources qui s'étaient effondrées face à bien moins. La conversation dériva alors vers des territoires plus légers. Léo raconta comment lui et sa maman inventaient des jeux quand ils n'avaient pas d'argent pour sortir. Chloé partagea des anecdotes sur les premières tentatives de Léo pour l'aider à vendre des douceurs, quand il mangeait plus qu'il ne vendait. Nicolas se surprit à partager aussi des choses qu'il ne racontait normalement à personne. Il parla de la façon dont il avait bâti son entreprise à partir de zéro, des nuits blanches et des décisions difficiles. Mais en parlant, il réalisa quelque chose de troublant. Toutes ces histoires concernaient le travail, le succès, des réussites mesurables en argent. Il n'avait pas d'anecdotes sur des rires partagés ou des moments de connexion humaine réelle. Chloé sembla remarquer cette réalisation sur son visage. Le succès peut être très solitaire, murmura-t-elle avec compréhension. Je ne savais pas à quel point jusqu'à ce moment, admit Nicolas d'une voix à peine audible. Léo l'observait avec cette attention particulière des enfants quand ils sentent que les adultes disent quelque chose d'important. Ma maman dit que l'argent ne peut pas acheter de vrais câlins, partagea l'enfant avec innocence. C'est vrai ça, monsieur Nicolas. Nicolas sentit un poids énorme sur sa poitrine face à cette question si simple et si dévastatrice. C'est complètement vrai, champion, répondit-il d'une voix brisée. Ta maman est très sage. Chloé tendit à nouveau la main et cette fois la garda sur celle de Nicolas un peu plus longtemps. Nous avons tous nos batailles, dit-elle avec gentillesse. Les vôtres sont différentes des miennes, mais ce n'est pas pour ça qu'elles font moins mal. Nicolas regarda cette main sur la sienne, petite et marquée par le travail, mais offrant plus de réconfort qu'il n'en avait reçu depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps,
il ne se sentit pas jugé pour son succès ni pour son échec personnel. Il se sentit simplement vu. Vu comme l'homme ordinaire qu'il était sous tous les titres et les comptes en banque. Vu comme quelqu'un qui avait aussi besoin d'un geste aimable pour son anniversaire. Et à cette table modeste près de la fenêtre, quelque chose en lui commença à changer de façon qu'il ne pouvait pas encore totalement comprendre. Nicolas était si absorbé par la conversation qu'il ne remarqua pas quand Léo fit un signe discret au serveur qui passait près de leur table. L'enfant chuchota quelque chose à l'oreille du jeune employé, qui acquiesça avec un sourire complice avant de s'éloigner rapidement. Chloé non plus ne sembla pas s'en rendre compte, occupée à expliquer à Nicolas comment elle avait appris les recettes de pâtisserie traditionnelles de sa grand-mère maternelle. Elle disait que chaque douceur contenait un petit morceau d'amour. Racontait Chloé avec nostalgie, c'est pour ça qu'elles étaient meilleures que celles des magasins. Léo hochait la tête en écoutant sa maman, mais ses yeux brillaient de quelque chose de plus qu'un simple accord. Il y avait une émotion contenue dans son expression, comme s'il savait quelque chose que les adultes n'avaient pas encore découvert. Nicolas partageait quelques souvenirs de sa propre enfance, des choses dont il ne s'était pas souvenu depuis des années. Il parlait des après-midi chez sa grand-mère, de l'odeur du pain frais, de temps plus simples. Parfois je crois que j'ai échangé tout ce qui était bon pour des choses que je pensais qui me rendraient heureux, réfléchit Nicolas à haute voix. Chloé l'observait avec attention, sans interrompre. Il n'est jamais trop tard pour récupérer ce qui compte, murmura-t-elle avec conviction. Le serveur apparut alors depuis la cuisine, marchant avec précaution tout en tenant un petit plateau. Sur le plateau, il y avait une petite tartelette ronde, pas plus grande qu'une assiette à dessert, décorée avec simplicité mais avec une affection évidente. Et au centre brillait une petite bougie allumée, sa flamme bougeant doucement avec l'air du bistrot. Le serveur s'approcha de la table et posa le gâteau devant Nicolas avec un sourire aimable. « Gracieuseté de votre compagnie », annonça le jeune homme en désignant Léo, qui rebondissait pratiquement sur sa chaise d'émotion. Nicolas resta paralysé, regardant ce petit gâteau avec la bougie solitaire. Chloé porta une main à sa bouche, clairement surprise par l'initiative de son fils. « Léo, quand as-tu commandé ça ?» demanda-t-elle d'une voix douce. L'enfant sourit avec fierté. « Quand tu es allé aux toilettes tout à l'heure, maman. J'ai donné au serveur l'argent que j'ai gardé des ventes, expliqua Léo avec naturel. Parce que personne ne devrait éteindre sa bougie seul le jour de son anniversaire. Les mots de l'enfant frappèrent Nicolas comme un coup de poing direct au cœur. Il sentit une brûlure soudaine dans les yeux et dut cligner plusieurs fois pour contenir ses larmes. Ce petit, qui le connaissait à peine, avait utilisé l'argent qui lui avait coûté tant d'efforts à gagner. « Léo, tu n'avais pas à » commença Nicolas d'une voix tremblante, mais l'enfant secoua la tête. « Bien sûr que je devais le faire », insista Léo avec cette certitude absolue des enfants. « Vous êtes seul pour votre anniversaire, ce n'est pas bien. » Chloé regardait son fils les larmes aux yeux, clairement fière du cœur généreux qui battait dans cette petite poitrine. Puis elle se tourna vers Nicolas et lui adressa un sourire qui contenait de la compréhension, de la tendresse et quelque chose d'autre qu'il ne sut identifier. « Mon fils a le plus grand cœur que je connaisse », murmura-t-elle d'une voix chargée d'émotion. « Parfois je me demande d'où il a tiré tant de bonté. » Léo haussa les épaules comme si ce qu'il avait fait était la chose la plus normale du monde. « C'est toi qui m'as appris, maman. Tu as dit que partager le peu qu'on a vaut mieux que ne rien partager du tout, » rappela l'enfant avec simplicité. Nicolas ne pouvait détacher son regard de cette bougie qui continuait de brûler, illuminant la table de sa lumière petite mais persistante. Les gens aux tables voisines commencèrent à remarquer ce qui se passait. Certains souriaient, d'autres chuchotaient entre eux. L'ambiance du bistrot sembla devenir plus chaleureuse soudainement. « Vous devez faire un vœu avant de souffler », lui rappela Léo avec urgence. « C'est très important. » Chloé rit doucement à travers ses larmes. « Écoutez l'expert en anniversaire », plaisanta-t-elle avec tendresse. Nicolas ferma les yeux, essayant de penser à un vœu. Toute sa vie, il avait désiré des choses matérielles, des objectifs professionnels, des succès quantifiables. Mais à ce moment, avec ce modeste gâteau devant lui et ces deux personnes qui lui avaient donné plus en une heure que beaucoup en des années, il ne put souhaiter qu'une chose. Il souhaita ne jamais oublier cette nuit. Ne pas oublier ce que l'on ressentait à être vraiment vu. Ne pas oublier que la plus grande richesse n'était pas dans les comptes en banque, mais dans des gestes comme celui-ci. Il ouvrit les yeux et regarda Léo, qui l'observait avec attente. « Vous avez fait votre vœu ?» demanda l'enfant anxieux.
Nicolas hocha la tête sans faire confiance à sa voix pour répondre. Puis il souffla doucement la bougie et la petite flamme s'éteignit en laissant une fine colonne de fumée. Quelques personnes aux tables voisines applaudirent spontanément. Léo applaudit aussi, rayonnant de bonheur. Chloé applaudissait, des larmes coulant librement sur ses joues maintenant. Et Nicolas resta simplement assis là, regardant ce gâteau, incapable de contrôler les larmes qui s'échappèrent finalement de ses yeux. « Merci », réussit-il à chuchoter d'une voix brisée. Jamais personne n'avait, mais il ne put terminer sa phrase, il n'y avait pas de mots suffisants. Léo se leva de sa chaise et contourna la table pour serrer Nicolas dans ses bras avec cette spontanéité. L'étreinte de l'enfant fut brève, mais contenait toute la chaleur du monde. Quand Léo retourna à sa place, Nicolas s'essuya les yeux avec sa serviette, ne se souciant plus de qui pouvait le voir pleurer. « Pardonnez-moi », s'excusa-t-il d'une voix rauque, « c'est que ça fait très longtemps que personne ne fait quelque chose comme ça pour moi. » Chloé tendit sa main sur la table et Nicolas la prit sans hésiter. « Vous n'avez pas à vous excuser de ressentir, » dit-elle avec fermeté. Les larmes sont aussi une forme de courage. Léo coupa un morceau du gâteau et le plaça dans une petite assiette que le serveur avait laissée. « Vous devez goûter, monsieur Nicolas, c'est très bon », encouragea l'enfant en poussant l'assiette vers lui. Nicolas prit la fourchette d'une main tremblante et goûta une bouchée. C'était un gâteau simple à la vanille, rien d'élaboré ni de coûteux, mais pour lui, il avait le goût de l'espoir, de la bonté humaine, de tout ce qu'il avait cherché sans le savoir. « C'est le meilleur gâteau que j'ai goûté de ma vie », déclara Nicolas avec une sincérité absolue, et il n'exagérait pas. Léo sourit, satisfait. « Moi aussi je veux un morceau », demanda l'enfant avec enthousiasme. Nicolas coupa des parts pour les trois et les distribua avec soin. Ils mangèrent en silence pendant quelques instants, mais c'était un silence confortable, plein de compréhension mutuelle. Aucun d'eux ne savait à cet instant que ce gâteau n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Quand ils eurent fini le gâteau, Nicolas sentit qu'il devait faire quelque chose, n'importe quoi, pour exprimer la gratitude qui le submergeait complètement. Il ne pouvait pas simplement se lever et partir comme si cette soirée était un dîner ordinaire. Il chercha son portefeuille dans la poche intérieure de sa veste tout en réfléchissant à la meilleure façon d'aborder ce qu'il était sur le point de proposer. Chloé et Léo discutaient pour savoir si c'était une bonne idée d'avoir dépensé l'argent des ventes pour le gâteau, et l'enfant défendait sa décision avec des arguments qui faisaient sourire sa maman. « C'était la meilleure utilisation que tu pouvais faire de cet argent, mon amour », assurait Chloé en caressant le visage de son fils. Nicolas posa son portefeuille sur la table et sortit plusieurs cartes, cherchant la bonne. « S'il vous plaît, laissez-moi faire quelque chose », interrompit-il d'une voix ferme mais aimable. « Je veux payer toute l'addition, la vôtre et toute autre chose que vous voudriez commander. » L'ambiance à la table changea instantanément. Chloé cessa de sourire et son expression devint plus sérieuse, bien que non hostile. Léo regardait entre les deux adultes, sentant la tension mais sans la comprendre tout à fait. « Ce n'est pas nécessaire, Nicolas, » répondit Chloé d'une voix posée. « Nous avons déjà partagé la table avec vous, c'est suffisant. » Mais Nicolas secoua la tête. « Non, vous ne comprenez pas. Vous m'avez donné quelque chose d'inestimable ce soir, » insista-t-il. « S'il vous plaît, permettez-moi au moins de faire ça. » Chloé prit une profonde inspiration et regarda son fils avant de s'adresser à nouveau à Nicolas. Il y avait de la dignité dans sa posture, dans la façon dont elle redressait les épaules avant de parler. « J'apprécie beaucoup votre offre, vraiment, » commença-t-elle sur un ton ferme. « Mais nous avons aussi notre fierté. Nous sommes venus ici avec notre propre argent pour célébrer la réussite de Léo. » Nicolas sentit comme s'il venait de commettre une erreur terrible, bien qu'il ne fût pas sur laquelle. « Je ne voulais pas vous offenser », s'empressa-t-il de dire. « Je voulais juste remercier. » Chloé leva une main pour l'arrêter, mais son geste n'était pas brusque, plutôt gentil. « Je sais que vous ne vouliez pas offenser, » le rassura-t-elle, « mais vous devez comprendre quelque chose. Nous n'avons pas besoin de charité, nous avons besoin de respect. Et le respect vient de la reconnaissance que nous pouvons prendre soin de nous-mêmes. » Léo observait sa maman avec admiration, clairement habitué à l'entendre défendre sa dignité. Nicolas rangea sa carte dans son portefeuille, se sentant maladroit et déplacé. « Vous avez raison. Je suis désolé, » admit-il avec une humilité sincère. « Je ne pensais pas que cela pourrait sonner comme de la charité. » Chloé adoucit son expression et lui adressa un petit sourire. « Ne vous excusez pas,
je sais que cela venait d'un bon cœur, assura-t-elle, mais laissez-moi vous expliquer quelque chose que j'ai appris ces 2 dernières années. Quand tu perds ton partenaire et que tu restes seul avec un fils, tout le monde veut t'aider, continua Chloé d'une voix tranquille. Et au début tu acceptes cette aide parce que tu en as désespérément besoin, mais il arrive un moment où tu réalises que si tu continues à accepter, tu perds quelque chose de très important. Nicolas écoutait avec une attention totale, comprenant que c'était une leçon qu'il avait besoin d'apprendre. Tu perds la capacité de te voir toi-même comme quelqu'un de capable, expliqua-t-elle. Tu commences à te définir par ce que tu as perdu, pas par ce que tu as encore. Et je ne veux pas que Léo grandisse en voyant sa maman comme quelqu'un qui ne fait que recevoir. Je veux qu'il me voie lutter, gagner mes propres batailles. L'enfant prit la main de sa maman sur la table et la serra avec affection. Tu es la plus forte, maman, murmura Léo avec une fierté absolue. Chloé lui embrassa le front avec tendresse. Nicolas sentit quelque chose de profond bouger dans sa poitrine, une admiration qui allait au-delà du rationnel. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire pour nous, ajouta Chloé après un moment. Quelque chose qui n'a pas de prix. Nicolas se pencha en avant avec intérêt. Tout ce que vous voudrez, répondit-il avec sincérité. Chloé sourit avec chaleur. Acceptez ceci comme notre cadeau d'anniversaire pour vous, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Ce dîner, ce moment, ce gâteau que Léo a acheté avec tant d'amour. Les mots de Chloé tombèrent sur Nicolas comme une révélation. Elle ne rejetait pas son aide par orgueil vide ou entêtement. Elle lui offrait quelque chose de bien plus précieux que tout ce qu'il pourrait acheter avec de l'argent. Elle lui offrait le cadeau d'être généreuse, de donner depuis sa pénurie, de choisir la bonté plutôt que le confort. « Vous me dites que c'est mon cadeau d'anniversaire » demanda Nicolas d'une voix brisée par l'émotion. Chloé acquiesça, des larmes brillant dans ses yeux. « Oui, parce que vous nous avez donné le cadeau de votre compagnie pour notre célébration, » répondit-elle, « et nous vous donnons le cadeau de notre compagnie pour la vôtre. » Léo applaudit comme s'il venait de résoudre l'énigme la plus importante du monde. « C'est juste » s'exclama l'enfant heureux. « Tout le monde gagne. » Nicolas sentit les larmes couler librement sur son visage maintenant, sans se soucier de qui pouvait le voir. Cette femme venait de lui apprendre quelque chose que toutes ses années de succès n'avaient pas réussi à lui enseigner. Elle lui avait appris que recevoir avec gratitude était aussi important que donner avec générosité, que permettre aux autres d'être bons était aussi un cadeau. « J'accepte » murmura Nicolas d'une voix à peine audible. « J'accepte votre cadeau et c'est le meilleur que j'ai reçu en 41 ans. » Chloé étendit ses 2 mains sur la table et Nicolas les prit. Léo plaça ses petites mains sur celles des 2 adultes, créant un cercle de connexion humaine au milieu du bistrot animé. Ils restèrent ainsi plusieurs secondes, sans besoin de mots pour exprimer ce que tous ressentaient. Nicolas comprit à cet instant que cette nuit avait changé quelque chose de fondamental en lui. Il ne pouvait plus continuer à mesurer la valeur des choses uniquement par leur prix. Il ne pouvait plus ignorer que la véritable richesse résidait dans des moments comme celui-ci. Le serveur s'approcha discrètement avec l'addition et la posa au centre de la table. Chloé la prit avant que Nicolas ne puisse même essayer de l'atteindre. « C'est notre addition » rappela-t-elle avec fermeté, mais sans dureté. « Notre cadeau pour vous. » Nicolas leva les mains en signe de reddition, bien qu'il souriait à travers ses larmes. « Compris, » répondit-il, « et je n'oublierai jamais ce cadeau, jamais. » Léo sourit, satisfait que tout soit clair. Chloé sortit son portefeuille modeste et commença à compter les billets avec soin, vérifiant qu'elle avait assez pour tout couvrir, y compris le pourboire. Nicolas observait chaque mouvement, gravant cette scène dans sa mémoire pour toujours, car cette nuit-là, il venait d'apprendre que parfois le plus grand cadeau est de permettre à quelqu'un d'autre d'être généreux avec vous, même quand ils ont moins. L'addition était payée et le moment des adieux approchait inévitablement, remplissant Nicolas d'une anxiété qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il ne voulait pas que cette soirée se termine. Il ne voulait pas retourner à sa maison de campagne vide et à sa vie solitaire après avoir goûté à ce que signifiait une véritable connexion humaine. Chloé rangeait son portefeuille avec des mouvements lents, comme si elle non plus n'était pas pressée de terminer cette rencontre inattendue. Léo bâillait discrètement, fatigué après une longue journée de vente de pâtisserie et toutes les émotions du dîner. « Je crois que quelqu'un a besoin de son lit », commenta Chloé en caressant les cheveux de son fils avec tendresse. Léo secoua la tête vigoureusement, bien qu'un autre bâillement le trahît immédiatement. « Je n'ai pas sommeil, maman », protesta l'enfant sans grande conviction. Nicolas sourit devant la résistance typique des enfants à admettre leur fatigue.
Tu as eu une très longue journée, champion, dit Nicolas avec douceur. Tu as vendu toutes les crêpes et les croissants et en plus tu as rendu un inconnu très heureux. Ça mérite un bon repos. Léo le regarda avec des yeux brillants. On vous a vraiment rendu heureux, demanda l'enfant avec ce besoin de confirmation qu'ont les petits. Nicolas acquiesça avec une totale sincérité. Plus que vous ne pouvez l'imaginer, assura-t-il d'une voix chargée d'émotion. Ça a été le meilleur anniversaire de ma vie. Chloé se leva et aida Léo à descendre de sa chaise, lissant les vêtements de l'enfant avec ces gestes automatiques que seuls les mères ont. Nicolas se leva aussi, sentant le poids de la séparation imminente comme une pierre dans la poitrine. Il ne pouvait pas les laisser simplement partir comme ça, disparaître dans la nuit de Saint-Rémy, sans aucun moyen de reprendre contact. « Attendez » dit Nicolas avec une urgence soudaine. « Puis-je vous demander votre numéro de téléphone ?» Chloé le regarda surprise, ne s'attendant clairement pas à cette demande. Léo sourit largement, excité par la perspective. « Bien sûr que oui », répondit l'enfant avant que sa maman ne puisse dire quoi que ce soit. Chloé rit doucement devant l'enthousiasme de Léo. « Laisse-moi parler, mon amour », le gronda-t-elle avec douceur avant de s'adresser à Nicolas. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. » Nicolas sentit une pointe de panique face à la possibilité qu'elle refuse. « S'il vous plaît », insista-t-il d'une voix suppliante. « Je ne veux pas perdre contact avec vous. Cette soirée a signifié beaucoup pour moi. » Chloé hésita, se mordant la lèvre inférieure tout en considérant la demande. « Nous ne nous connaissons pas vraiment », souligna-t-elle avec une prudence raisonnable. « Nous avons juste partagé un dîner. » Mais il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'elle aussi sentait que cela avait été plus que simplement partager une table. « Vous avez raison, nous ne nous connaissons pas, » admit Nicolas, « mais j'aimerais vous connaître. Si vous le voulez aussi, bien sûr, je ne veux pas vous mettre la pression. » Léo tirait sur la main de sa maman avec insistance. « Dis oui, maman. »« Monsieur Nicolas est très gentil », suppliait l'enfant. Chloé regarda son fils puis de nouveau Nicolas, débattant clairement intérieurement. Il y avait de la précaution dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'autre, peut-être la même curiosité que Nicolas ressentait. « D'accord », céda-t-elle finalement avec un petit sourire, mais seulement parce que Léo insiste et parce que je crois que vous êtes sincère. Nicolas sentit une vague de soulagement si intense qu'elle l'étourdit presque. Il sortit son téléphone avec des mains tremblantes tandis que Chloé lui dictait son numéro. Il l'enregistra immédiatement avec le nom complet et ajouta une note qui disait « La femme du gâteau » pour ne jamais oublier. « Je vais vous envoyer un message maintenant pour que vous ayez mon numéro aussi », dit Nicolas en écrivant rapidement. Le téléphone de Chloé vibra dans son sac quelques secondes plus tard. Elle le sortit et lut le message avec un sourire. « Reçu », confirma-t-elle en rangeant le téléphone à nouveau. Léo sautillait d'excitation à côté d'elle. « Maintenant on peut se parler quand on veut », célébra l'enfant avec joie. Ils marchèrent ensemble vers la sortie du bistrot, aucun n'étant vraiment pressé d'atteindre la porte. L'air nocturne d'octobre les accueillit, frais et agréable, quand ils sortirent finalement. La rue était éclairée par des lampadaires qui projetaient des ombres douces sur les pavés. D'autres convives sortaient aussi, conversant avec animation de leur propre soirée. « Où êtes-vous garé ?» demanda Nicolas en regardant autour de lui. Chloé échangea un regard rapide avec Léo. « Nous sommes venus en TER, » répondit-elle avec naturel, sans honte, mais sans fierté non plus. « La gare est à 2 rues d'ici. » Nicolas fronça les sourcils avec une inquiétude sincère. « Laissez-moi vous raccompagner chez vous, s'il vous plaît, » offrit-il immédiatement. « Ma voiture est juste là. » Chloé secoua la tête fermement. « Nous avons déjà parlé de ça, Nicolas. Nous n'avons pas besoin. » Mais il leva les 2 mains en signe de paix. « Ce n'est pas de la charité, Chloé, c'est de la sécurité, » argumenta-t-il d'une voix sérieuse. « Il est déjà tard et je ne me sentirai pas tranquille en sachant que vous attendez le train à 7 heures. S'il vous plaît. » Léo regardait entre les 2 adultes, espérant clairement que sa maman accepte. Chloé soupira, considérant l'offre avec soin. « Seulement parce qu'il est déjà tard, » accepta-t-elle finalement. « Et parce que Léo est fatigué. »« Merci. » Nicolas sentit une autre vague de soulagement. Au moins, il pourrait s'assurer qu'ils arrivent sains et saufs chez eux avant de retourner à sa propre solitude. Ils marchèrent ensemble jusqu'à l'endroit où son véhicule était garé, une Citroën 2CV, élégante et vintage, mais pas ostentatoire.
Nicolas ouvrit la portière arrière pour Léo, qui monta avec une émotion évidente. Ensuite, il ouvrit la portière passager pour Chloé, qui accepta le geste avec un sourire de remerciement. Quand Nicolas s'assit sur le siège conducteur, une étrange sensation de complétude l'envahit, comme si ces deux personnes avaient leur place là, dans sa 2CV, dans sa vie. Vers où, demanda-t-il en démarrant le moteur. Chloé lui donna l'adresse, un quartier que Nicolas connaissait comme une zone de travailleurs, de familles qui luttaient au jour le jour. Le trajet commença dans un silence confortable avec Léo à moitié endormi sur la banquette arrière. Nicolas conduisait doucement, sans hâte que ce moment se termine. « Je dois vous dire quelque chose », murmura Chloé soudainement, brisant le silence. Nicolas la regarda du coin de l'œil, sans cesser de prêter attention à la route. « Dites-moi », l'encouragea-t-il avec douceur. Chloé prit une profonde inspiration avant de continuer. « Aujourd'hui, nous avons failli ne pas venir au bistrot », confessa-t-elle d'une voix posée. « J'étais épuisée après avoir aidé Léo avec les ventes toute la journée. Je voulais juste rentrer à la maison et dormir, mais quelque chose en moi a dit que je devais rester, qu'il y avait une raison d'être là ce soir. » Les mots de Chloé flottèrent dans l'air de la voiture comme une révélation que tous deux avaient besoin de traiter en silence pendant quelques instants. Nicolas sentit un frisson parcourir son dos, non pas de froid, mais d'une reconnaissance profonde que quelque chose de plus grand qu'eux avait orchestré cette rencontre. Il garda les yeux sur la route, mais pouvait sentir l'intensité de ce qu'elle venait de partager. « J'ai ressenti ça aussi », admit-il d'une voix à peine audible. « Quand j'étais sur le point de partir du bistrot, quelque chose m'a retenu, comme si une voix intérieure me disait d'attendre. » Chloé se tourna pour le regarder, les yeux brillants dans la pénombre de la voiture. « Vraiment ?» demanda-t-elle avec un étonnement sincère. Nicolas acquiesça en tournant à un coin de rue, suivant les indications qu'elle lui avait données. « Si j'étais parti 5 minutes plus tôt, je n'aurais jamais vu votre table, réfléchit-il. Je n'aurais jamais reçu ce geste de votre part. Je n'aurais jamais connu Léo. » Chloé s'entoura de ses bras comme si elle ressentait soudainement le froid. « Ma grand-mère avait l'habitude de dire que les hasards n'existent pas, » murmura-t-elle d'une voix douce. « Que tout ce qui semble être un accident est en réalité le destin déguisé. » Nicolas considéra ces mots avec sérieux. « Je n'ai jamais cru à ces choses-là, » confessa-t-il. « J'ai toujours pensé que tout était le résultat de décisions et d'efforts, mais ce soir me fait tout remettre en question. Parfois la vie nous met exactement là où nous devons être, » continua Chloé avec conviction. « Même quand nous ne le comprenons pas sur le moment. J'ai perdu mon mari et j'ai pensé que ma vie était finie, mais Léo avait besoin de moi et cela m'a obligée à être plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. » Nicolas écoutait chaque mot comme s'ils étaient des pièces d'un puzzle qui commençait enfin à prendre forme. « Et moi j'ai bâti tout un empire, mais j'ai tout perdu le reste dans le processus, » ajouta-t-il avec amertume. « Jusqu'à ce soir, je n'avais pas réalisé à quel point j'étais vraiment vide. » Léo bougea sur la banquette arrière, à moitié endormi, mais encore conscient. « On est arrivé ?» demanda l'enfant d'une voix somnolente. Chloé se retourna vers l'arrière avec tendresse. « Presque, mon amour. »« Repose-toi encore un peu », le rassura-t-elle. Nicolas ralentit en entrant dans le quartier que Chloé avait indiqué. Les rues étaient plus étroites ici, les maisons plus modestes, mais bien entretenues. Il y avait du linge étendu sur certains balcons et des pots de fleurs aux fenêtres. C'était un voisinage qui parlait de communauté, de familles qui se connaissaient entre elles. « C'est cette maison-là », désigna Chloé vers une petite construction propre avec un gîte aux volets bleus usés. « Celle avec les volets bleus. » Nicolas se gara devant la maison et coupa le moteur. Le silence soudain sembla tout amplifier. « Merci de nous avoir ramenés », dit Chloé en détachant sa ceinture de sécurité, mais sans faire mine de sortir encore. Nicolas se tourna sur son siège pour la regarder directement. « Merci à toi pour tout », répondit-il avec intensité. « Pour le geste, pour la compagnie, pour les leçons, pour m'avoir permis de faire partie de ta célébration. » Chloé sourit avec chaleur. « C'étaient nos remerciements pour nous avoir fait partie de la vôtre, » corrigea-t-elle avec douceur. Léo s'étira sur la banquette arrière et se pencha en avant entre les deux sièges avant. « On se reverra, monsieur Nicolas ?» demanda l'enfant avec un espoir évident dans la voix. Nicolas regarda Chloé cherchant la permission avant de répondre. Elle acquiesça légèrement. « J'adorerais » assura Nicolas à l'enfant. « Si ta maman est d'accord, bien sûr. »
Chloé tendit sa main et Nicolas la prit. Ce geste qui devenait déjà familier entre eux. Ce serait bien, accepta-t-elle. Je crois que cette amitié ne fait que commencer. Léo célébra avec un petit cri de victoire qui les fit rire tous les deux. Nicolas aida Chloé à faire descendre Léo de la voiture, qui était déjà complètement réveillé à nouveau par l'émotion. Ils se dirent au revoir avec des étreintes. Léo d'abord avec son enthousiasme habituel, puis Chloé avec plus de réserve mais tout autant de chaleur. « Prenez soin de vous », dit Nicolas en les voyant marcher vers la porte bleue. Chloé se retourna avant d'entrer. « Vous aussi, et joyeux anniversaire encore », répondit-elle avec un dernier sourire avant de disparaître à l'intérieur de la maison avec Léo. Nicolas resta debout près de sa voiture pendant plusieurs minutes, regardant cette porte bleue comme s'il voulait mémoriser chaque détail. Puis, finalement, il monta dans son véhicule et commença le chemin du retour vers sa maison de campagne. Le contraste entre les deux mondes ne lui avait jamais paru aussi évident ni aussi troublant. Il arriva dans sa propriété spacieuse mais vide. Il entra, tout était exactement comme il l'avait laissé, impeccable, ordonné, froid. Il retira sa veste et la suspendit avec soin avant de marcher vers la fenêtre. Là dehors, la nuit brillait avec des milliers de lumières, chacune représentant une vie, une histoire. Et pour la première fois depuis longtemps, Nicolas se sentit connecté à cette humanité. Il sortit son téléphone et regarda le numéro de Chloé enregistré. Il voulait lui écrire, mais ne savait pas quoi dire qui ne sonnerait pas trop intense ou désespéré. Finalement, il écrivit quelque chose de simple, « Je suis bien rentré. J'espère que vous aussi. Merci encore pour cette soirée inoubliable. » Il appuya sur envoyer et laissa le téléphone sur la table sans attendre de réponse immédiate, mais le téléphone vibra à peine quelques minutes plus tard. Nous sommes bien rentrés. Léo dort déjà, mais avant il m'a fait promettre de le laisser vous parler bientôt. Je veux aussi vous remercier. Cette soirée a été spéciale pour tout le monde. Nicolas sourit en lisant le message, sentant une chaleur s'étendre dans sa poitrine. Il répondit rapidement, « J'adorerais parler avec Léo quand il voudra, et avec toi aussi, bien sûr. Puis-je t'écrire demain ?» La réponse arriva presque immédiatement, « J'aimerais bien. » Et ainsi commença quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé, mais dont ils avaient tous deux désespérément besoin. Durant les jours suivants, Nicolas et Chloé échangèrent des messages avec une fréquence croissante. Au début, c'étaient des conversations superficielles sur la journée, sur le temps, sur de petites anecdotes, mais graduellement ils allèrent plus en profondeur, partageant peurs et rêves qu'ils gardaient normalement pour eux-mêmes. Nicolas lui raconta la pression de maintenir son entreprise prospère, les nuits d'insomnie à s'inquiéter de décisions qui affectaient des centaines d'employés, comment le succès l'avait isolé plus qu'il ne l'avait jamais imaginé possible. Chloé partagea ses luttes quotidiennes, la peur constante de ne pas pouvoir subvenir suffisamment aux besoins de Léo, la solitude des nuits quand l'enfant dormait. Les conversations nocturnes devinrent le moment préféré de la journée de Nicolas. Après de longues journées au bureau, prenant des décisions qui déplaçaient des millions d'euros, la seule chose qu'il attendait vraiment était de voir le message de Chloé apparaître sur son écran. Parfois c'était de longs textes, d'autres fois juste un bref salut, mais chacun signifiait qu'elle avait pensé à lui, qu'il existait dans l'esprit de quelqu'un au-delà des réunions d'affaires. Une nuit, Chloé lui envoya une photo de Léo, montrant fièrement un dessin qu'il avait fait à l'école. C'était un dessin simple de 3 personnes autour d'une table avec un gâteau. « Il m'a dessiné moi, lui et toi », disait le message de Chloé. Il dit que c'était le meilleur jour de sa vie. Nicolas regarda ce dessin les larmes aux yeux. Un enfant de 9 ans l'avait inclus dans l'un de ses meilleurs souvenirs. Lui, qui s'était toujours senti invisible dans ce qui comptait vraiment, faisait maintenant partie de l'histoire de quelqu'un. Pour moi aussi, c'était le meilleur jour, répondit-il avec une honnêteté totale. Et ainsi, message après message, conversation après conversation, quelque chose grandissait entre eux, quelque chose qu'aucun n'osait encore nommer, mais que tous deux ressentaient avec une certitude croissante. Nicolas commença à mesurer ses journées, non pas par des réussites professionnelles, mais par le moment où il verrait le nom de Chloé s'illuminer sur son écran, et pour la première fois en 41 ans, il comprit qu'il avait cherché au mauvais endroit tout ce temps. Après 2 semaines de messages constants, Nicolas réunit finalement le courage pour passer à l'étape suivante. C'était un samedi matin quand il écrivit le message qu'il avait répété mentalement pendant des jours. « Aimerais-tu qu'on sorte quelque part ? Toi, Léo et moi, rien de formel, juste passer du temps ensemble. » Il resta à regarder l'écran le cœur battant,
comme un adolescent attendant la réponse de son premier amour. La réponse de Chloé arriva après quelques minutes qui semblèrent des heures. J'adorerais. Léo aussi. Qu'est-ce que tu avais en tête? Nicolas sourit avec soulagement. Il avait cherché des endroits appropriés pour un enfant, évitant tout ce qui était trop ostentatoire et qui pourrait mettre Chloé mal à l'aise. Finalement, il suggéra les bords de la Loire, un espace ouvert où il pourrait marcher, discuter et où Léo pourrait jouer sans restriction. Ils convinrent de se retrouver le dimanche après-midi. Nicolas dormit à peine cette nuit-là, nerveux d'une façon qu'il ne se rappelait pas avoir vécue auparavant. Il changea de vêtements 3 fois avant de sortir, cherchant quelque chose de décontracté qui ne criait pas la différence économique entre eux. Il arriva au point de rendez-vous 15 minutes en avance, attendant près de l'entrée principale de la promenade. Le soleil d'octobre tombait doucement et les familles remplissaient déjà l'espace vert de rire et de conversation. Alors il les vit. Chloé marchait main dans la main avec Léo, tous deux vêtus avec simplicité, mais d'une propreté impeccable. Quand Léo le reconnut, l'enfant lâcha la main de sa maman et courut vers lui les bras ouverts. Nicolas s'accroupit pour recevoir l'étreinte du petit, sentant une chaleur qu'il ne savait pas avoir manqué. Chloé arriva ensuite, souriant avec cet éclat dans les yeux que Nicolas avait appris à reconnaître dans leur conversation nocturne. « Nous sommes arrivés à l'heure », annonça-t-elle avec une fierté douce. Nicolas se leva, et pendant un instant douta s'il devait l'embrasser aussi. Elle résolut le doute en faisant le premier pas, lui offrant une étreinte brève mais significative. « Je suis très heureux de vous voir », dit Nicolas avec une sincérité absolue. Léo sautillait presque d'émotion. « Maman dit qu'on peut aller voir les canards », s'exclama l'enfant en désignant la rivière. Nicolas rit devant l'enthousiasme. « Alors allons voir ces canards », répondit-il en offrant sa main à l'enfant. Léo la prit sans hésiter. Chloé marchait de l'autre côté de Léo, les trois formant une petite chaîne humaine tandis qu'ils s'avançaient le long des berges. Nicolas se sentait étrangement complet dans ce moment simple. Il n'était pas dans un restaurant élégant ni dans aucun lieu impressionnant. Il marchait juste dans un parc public un dimanche après-midi et c'était parfait. Ils arrivèrent au bord de l'eau où plusieurs canards nageaient paresseusement. Léo les observait fasciné tandis que Chloé et Nicolas s'asseyaient sur un banc proche. « Je dois te dire quelque chose », commença Nicolas après un moment de silence confortable. Chloé se tourna pour le regarder avec attention. « Dis-moi », l'encouragea-t-elle avec douceur. Nicolas prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes pour exprimer quelque chose qui avait grandi en lui depuis cette nuit au bistrot. « Cette nuit-là, quand toi et Léo m'avez invité à votre table, quelque chose a changé en moi, confessa-t-il en regardant la rivière. Ce n'était pas seulement que vous m'avez tenu compagnie pour mon anniversaire, c'était la façon dont vous l'avez fait. » Chloé attendit patiemment qu'il continue sans interrompre. « Toute ma vie, j'ai mesuré le succès en chiffres, continua-t-il. Combien d'argent j'avais, combien d'affaires je concluais, quelle était la taille de mon entreprise. Je pensais que c'était ça la richesse, mais vous m'avez appris quelque chose de différent. » Léo revint en courant vers eux avec une plume de canard qu'il avait trouvée dans l'herbe. « Regardez ce que j'ai trouvé », montra l'enfant fier. Chloé l'examina avec un intérêt sincère. « C'est très joli, mon amour. »« Garde-la bien », lui dit-elle en embrassant son front. Léo retourna courir vers l'eau avec son trésor. Nicolas observait la scène avec un mélange de tendresse et de mélancolie. « Vous m'avez appris que la véritable richesse n'est pas dans ce que l'on possède », continua-t-il. « Elle est dans ce que l'on est prêt à partager quand on a peu. » Chloé le regardait maintenant avec une attention totale, ses yeux brillant d'une émotion contenue. Nicolas se tourna pour lui faire face directement, voulant qu'elle voie la sincérité sur son visage. « Tu as partagé ta table quand vous n'aviez qu'une assiette pour deux », dit-il d'une voix chargée. « Léo a dépensé son argent gagné avec tant d'efforts pour un gâteau destiné à un étranger. Vous m'avez donné votre temps, votre attention, votre bonté et vous n'attendiez rien en retour. » Chloé cligna rapidement des yeux, luttant contre les larmes qui menaçaient de s'échapper. « Nous avons seulement fait ce que nous sentions juste », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Nicolas secoua la tête. « Vous avez fait bien plus que ça », insista-t-il. « Vous m'avez rappelé qu'être humain ne consiste pas à accumuler des choses. Il s'agit de se connecter avec d'autres personnes, de voir la douleur d'autrui et de choisir de la soulager, même avec quelque chose de petit. » Chloé laissa finalement les larmes couler librement sur ses joues. « Toi aussi tu nous as beaucoup donné », répondit-elle en prenant sa main.
Tu nous as donné du respect. Tu ne nous as pas traités comme de la charité ni comme un projet. Tu nous as vus comme des égaux. Nicolas serra sa main avec tendresse. Parce que c'est ce que vous êtes, mes égaux, mes supérieurs de bien des façons, admit-il avec une humilité sincère. Ils restèrent ainsi un moment, mains entrelacées, se regardant avec une compréhension profonde de ce qui grandissait entre eux. Léo revint en courant une autre fois, apportant cette fois une branche intéressante qu'il avait découverte. Les deux adultes rirent à travers leurs larmes, s'essuyant les yeux rapidement pour ne pas inquiéter l'enfant. Ils passèrent le reste de l'après-midi à explorer les berges. Nicolas acheta des glaces pour les trois, insistant sur le fait que c'était juste un petit détail et non de la charité. Ils jouèrent près des arbres, Nicolas soulevant l'enfant pour qu'il puisse toucher les branches les plus basses tandis que ses rires remplissaient l'air. Chloé les observait depuis un banc proche, souriant avec un bonheur qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose, ils s'assirent tous les trois dans l'herbe pour observer le crépuscule. Léo s'allongea entre les deux adultes, épuisé mais heureux. C'était le meilleur jour, murmura l'enfant d'une voix somnolente. Nicolas regarda Chloé par-dessus la tête de Léo. Pour moi aussi, dit-il d'une voix douce. Chloé soutint son regard. Pour moi aussi, répéta-t-elle presque dans un murmure. Et à ce moment, assis dans l'herbe d'un parc public tandis que le soleil se couchait, les trois comprirent que c'était plus que de l'amitié. C'était le début de quelque chose qui pourrait changer leur vie pour toujours. Nicolas ressentit une paix qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Il n'avait pas besoin d'impressionner quiconque avec du luxe ni de démontrer son succès par des gestes grandioses, car il avait enfin trouvé des personnes qui le valorisaient simplement pour ce qu'il était. Les mois qui suivirent ce jour au bord de la Loire furent une révélation constante pour Nicolas. Ses rencontres avec Chloé et Léo devinrent de plus en plus fréquentes, de plus en plus naturelles. Ce n'étaient plus des événements planifiés, mais une partie organique de leur vie. Nicolas apprit à apprécier les choses simples qu'il ignorait auparavant. Aider Léo avec ses devoirs de mathématiques, cuisiner avec Chloé dans sa petite cuisine, regarder des films sur son modeste canapé. Le gîte au volet bleu devint son refuge favori, le seul endroit où il pouvait être simplement Nicolas, pas l'entrepreneur à succès ni l'homme solitaire. Léo avait commencé à l'appeler tonton Nicolas spontanément et chaque fois qu'il l'entendait, Nicolas sentait son cœur s'élargir un peu plus. Chloé et lui ne parlèrent jamais explicitement de ce qu'ils étaient l'un pour l'autre, mais les regards prolongés, les mains qui se cherchaient automatiquement, les messages de bonjour et de bonne nuit disaient tout sans mots. Nicolas avait commencé à utiliser une partie de sa fortune de façon qu'il n'avait jamais imaginée. Non pas en donnant de l'argent directement à Chloé, cela elle ne l'aurait jamais accepté, mais en créant des opportunités. Il lui obtint des contacts pour développer son commerce de pâtisserie traditionnelle. Il aida à inscrire Léo dans un programme de bourse sportive que l'enfant appréciait énormément. Il faisait tout discrètement, respectant toujours la dignité de Chloé. Et elle, en échange, lui donnait quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter, un foyer émotionnel. Maintenant, 1 an après cet anniversaire solitaire au bistrot, Nicolas se trouvait à nouveau face à une table, mais cette fois c'était différent. Cette fois la table était dans le gîte au volet bleu, décorée de ballons colorés et de serpentins que Léo avait insisté pour accrocher partout. La cuisine sentait bon la ratatouille et le plateau de fromage que Chloé avait préparé avec amour toute la journée. Léo courait dans la maison avec l'émotion de celui qui sait que quelque chose de spécial va se produire. C'est presque l'heure, criait l'enfant en vérifiant l'horloge du salon toutes les 5 minutes. Chloé sortait de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier, souriant devant l'enthousiasme de son fils. « Tranquille, mon amour, il manque encore un peu », lui rappelait-elle avec patience. Nicolas était assis sur le canapé, observant la scène avec un mélange d'étonnement et de gratitude. Il y a 1 an, il avait été seul dans un restaurant élégant, rejeté faute de table. Aujourd'hui, il était entouré d'amour dans une maison modeste qu'il avait accueillie comme de la famille. « Tu as besoin d'aide pour quelque chose ?» proposa Nicolas en se levant du canapé. Chloé secoua la tête. « Tout est prêt. Il ne manque que les invités », répondit-elle avec un éclat spécial dans les yeux. Nicolas avait insisté sur le fait qu'il ne voulait pas d'une grande célébration, mais Chloé avait invité quelques voisins proches et des amis de Léo. Elle voulait qu'il expérimente ce qu'était un véritable anniversaire entouré d'une communauté. Quand les invités commencèrent à arriver, la petite maison se remplit de rires et de conversations. Les voisins apportaient des plats à partager, suivant la tradition de ne jamais arriver les mains vides.
Des enfants couraient partout en jouant avec Léo. Les adultes conversaient avec animation de tout et de rien. Nicolas se retrouva à parler avec Jean-Pierre, le voisin âgé qui vivait 2 maisons plus loin et qui s'avéra avoir des histoires fascinantes sur le vieux village. Il partagea un verre avec Monique, qui lui raconta comment Chloé avait été une bénédiction pour le voisinage depuis son arrivée. Cette fille a un cœur d'or, déclara Monique avec conviction. Et on voit que vous aussi, jeune homme, ça se voit à la façon dont vous regardez votre famille. Nicolas ne corrigea pas l'erreur de la dame en supposant qu'ils étaient sa famille, car dans tous les sens qui importaient, ils l'étaient. Quand vint l'heure du dîner, tous se réunirent autour de la table qu'ils avaient agrandie avec une planche supplémentaire pour accueillir tout le monde. C'était chaotique, bruyant, parfaitement imparfait. Léo insista pour s'asseoir à côté de Nicolas. Chloé était de l'autre côté, servant des portions généreuses de nourriture à chaque invité. Avant de manger, je veux dire quelque chose, annonça Léo en se mettant debout sur sa chaise. Tous gardèrent le silence, souriant devant le sérieux du petit. Il y a 1 an, ma maman et moi avons rencontré tonton Nicolas dans un bistrot, commença l'enfant d'une voix claire. Il était seul pour son anniversaire et nous l'avons invité à s'asseoir avec nous. Et depuis ce jour, tout a changé, continua Léo en regardant Nicolas avec des yeux brillants. Tonton Nicolas est devenu une partie de notre famille. Il nous a appris beaucoup de choses et nous lui avons appris aussi. Maintenant il n'est plus seul et nous non plus. Nicolas sentait les larmes couler sur son visage sans aucune honte. Chloé pleurait aussi en souriant tout en s'essuyant les yeux avec une serviette. Alors je veux lui dire merci d'être le meilleur tonton du monde. Joyeux anniversaire, tonton Nicolas. Tous les présents applaudirent avec enthousiasme. Certains invités s'essuyaient aussi les yeux, émus par les mots de l'enfant. Nicolas se leva et serra Léo fort dans ses bras, lui chuchotant un merci champion que seul l'enfant put entendre. Quand il s'assit à nouveau, Chloé prit sa main sous la table et la serra avec tendresse. Ils n'avaient pas besoin de mots pour communiquer ce qu'ils ressentaient tous deux. Le dîner se déroula entre rires, histoire et cette chaleur qui n'existe que lorsque les gens se soucient sincèrement les uns des autres. Puis vint le moment du gâteau, un grand gâteau décoré avec la phrase « Joyeux anniversaire Nicolas » écrite en glaçage bleu. Cette fois, il y avait plus d'une bougie et quand Nicolas les souffla toutes, son vœu fut simple, que ce sentiment d'appartenance dure pour toujours. Les invités commencèrent à se retirer graduellement au fur et à mesure que la soirée avançait, chacun se disant au revoir avec des embrassades et des promesses de se revoir bientôt. Finalement, il ne resta que 3, Nicolas, Chloé et Léo. L'enfant était allongé sur le canapé, à moitié endormi, épuisé mais heureux. Chloé et Nicolas lavaient la vaisselle ensemble dans la cuisine, travaillant dans un silence harmonieux. « Merci pour tout ça », murmura Nicolas en essuyant une assiette. Chloé le regarda avec tendresse. « Tu nous remercies chaque jour par ta présence », répondit-elle, « par ta patience avec Léo, par ton respect envers moi, par ta façon de nous faire sentir importants. » Nicolas posa l'assiette et se tourna pour lui faire face complètement. « Vous êtes ce qu'il y a de plus important dans ma vie », confessa-t-il d'une voix chargée d'émotion. « Cette année a été la meilleure de mon existence, pas pour l'argent ni pour les affaires, mais pour vous. » Chloé s'approcha de lui et l'embrassa. Nicolas l'entoura de ses bras, respirant le parfum de ses cheveux et sentant la chaleur de son corps contre le sien. Ils restèrent ainsi de longues minutes, sans hâte, sans besoin de plus. L'amour vrai, chuchota Chloé contre sa poitrine, commence quand quelqu'un choisit de partager le peu, pas d'impressionner avec le beaucoup. Nicolas sourit en se rappelant ces mots exacts d'il y a 1 an, des mots qu'il avait lui-même pensés cette nuit-là au bistrot. Et tout a commencé par un signe silencieux, ajouta-t-il d'une voix douce, et une table partagée. Ils se séparèrent lentement, se regardant avec tout l'amour qu'ils avaient cultivé pendant 12 mois. Léo apparut à la porte de la cuisine en se frottant les yeux. « Je peux dormir avec vous cette nuit ?» demanda l'enfant d'une voix somnolente. Nicolas regarda Chloé cherchant son approbation. Elle acquiesça avec un sourire. « Bien sûr que oui, mon amour », répondit-elle en portant l'enfant dans ses bras vers sa chambre. Nicolas suivit, son cœur si plein qu'il sentait qu'il pourrait exploser. Les 3 s'installèrent dans le lit de Chloé, Léo au milieu embrassant les 2 adultes. La chambre était sombre, excepté la lumière tenue qui entrait depuis la rue. « Tonton Nicolas » murmura Léo à moitié endormi. « Tu vas rester avec nous pour toujours ?» Nicolas regarda Chloé par-dessus la tête de l'enfant. Dans ses yeux, il vit la même question, le même espoir.
Si vous me voulez ici, je reste pour toujours, promit-il avec une totale sincérité. Léo sourit satisfait et quelques secondes plus tard, il était profondément endormi. Chloé étendit sa main libre sur l'enfant et Nicolas la prit. Ils entrelacèrent leurs doigts créant un cercle d'amour qui protégeait Léo au centre. Et ainsi, dans ce lit modeste d'une maison aux volets bleus, Nicolas comprit enfin la véritable signification de la richesse. Elle n'était pas dans les comptes en banque ni dans les réussites professionnelles, mais dans des moments exactement comme celui-ci, entouré de personnes qu'il aimait non pour ce qu'il avait, mais pour qui il était.